Alors Claudia et moi, nous allons être les deux animatrices pour la soirée. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que nous allons passer un bon moment de réflexion et d'échange pendant toute la soirée. Merci d'avoir le goût d'entendre ce que veut dire l'abolition de la prostitution et d'entendre également, d'entamer un essentiel débat social et un débat de société sur quel type de société nous voulons et qu'est-ce qu'on veut faire ou comment on perçoit la question de la prostitution. La CLÉ, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, est un organisme qui travaille à 3 niveaux. Prévention de l'entrée dans la prostitution et de la pénalisation de la prostitution. Un travail d'intervention auprès et avec les femmes qui sont dans la prostitution ou qui ont été dans la prostitution. Et la défense des droits, incluant le droit des femmes de ne pas être prostituées. Depuis décembre dernier, la bataille juridique qui visait à totalement décriminaliser l'industrie du sexe au Canada est terminée. C'est maintenant un travail politique qui commence. Et c'est un débat de société qui aurait dû se passer il y a plusieurs années et qui a été amené en fait par la cause Bedford. Et dans un sens, les femmes qui ont mené la cause Bedford nous ont permis socialement de se poser les questions au cœur de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, au cœur de la question de la lutte contre la violence des hommes envers les femmes. Et c'est pourquoi nous avons décidé ce soir de créer un espace ici à la Grande Bibliothèque en invitant effectivement toutes les personnes intéressées à savoir c'est quoi l'abolition de la prostitution. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable pour les femmes? Est-ce que c'est souhaitable ou dommageable pour les femmes qui sont dans l'industrie du sexe présentement? Et on a pensé que ce serait intéressant d'avoir effectivement des invités qui représentent à la fois des ONG, des organisations de terrain qui, depuis plusieurs années dans certains cas, mènent une lutte pour atteindre cet objectif d'abolition de la prostitution, mais également des représentantes d'États qui, à l'heure actuelle, sont en train de se questionner, ou d'autres qui ont déjà répondu il y a plus de 15 ans, leur choix est fait, l'abolition de la prostitution, parce que c'est une forme de violence envers les femmes, et la voie qu'ils ont décidé d'adopter légalement et socialement, en fait. Donc, vous allez entendre ce soir ces personnes-là. Il y aura une période d'échange et la CLÉ est très, très heureuse de contribuer à cette discussion-là. On pense qu'elle est nécessaire, cette discussion, et on doit arrêter, malheureusement, particulièrement les derniers jours, je dirais, on a vu une démonisation de ce qu'on appelle le modèle nordique ou de l'idée même de l'abolition de la prostitution, et on espère qu'avec une soirée comme ce soir, on va rétablir un peu un dialogue, une discussion qui permet de vraiment se poser la question, qu'est-ce que nous pensons de la prostitution comme société? Dans un premier temps, je tiens à saluer chaleureusement les responsables de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, de même que les invités internationaux. C'est donc avec beaucoup de plaisir que la CSN s'associe à cette soirée. La CSN, c'est une grande centrale syndicale qui regroupe plus de 325 000 membres, dont 53% des femmes. Donc, on est une organisation mixte. On représente des travailleuses et des travailleurs de tous les secteurs, que ce soit le commerce, l'éducation, la santé, l'industrie manufacturière. On ratisse assez large. Alors, pourquoi une centrale syndicale décide-t-elle de prendre position sur ce sujet controversé, soit la prostitution? La réponse est toute simple. La prostitution est une question qui touche particulièrement les femmes et les jeunes filles, une thématique qui interpelle toute la société, mais aussi y compris nos militants de la condition féminine, nos dirigeants de la centrale. La CSN a toujours lutté contre toutes les formes de discrimination et de violence envers les femmes, afin de faire reculer le mépris et les injustices dont elles sont victimes. Pour nous, la question de l'égalité est au cœur du débat sur la prostitution. On revendique plus d'égalité, plus de justice, de démocratie pour toutes et tous. Nous nous opposons donc vigoureusement à tout commerce qui fait du corps humain un objet de marchandage au plus offrant, un bien à monnayer avec profit.
Il s'agit de rompre avec la marchandisation et l'exploitation du corps des femmes et de contribuer à changer les mentalités dans notre société. La position de la CSN que vous retrouvez dans ce petit livret, je sais qu'il y a eu, on en a distribué, mais on peut se la procurer à la CSN, est d'ailleurs largement inspirée par le modèle dit nordique, tout en exigeant la fourniture de services adaptés aux besoins des prostituées et des ex-prostituées, y compris des services pour s'en sortir. Nous revendiquons la décriminalisation des prostituées et nous sommes en faveur de la criminalisation des proxénètes et des prostitueurs ou clients. En fait, cette soirée va nous permettre d'approfondir nos connaissances et de mieux comprendre les expériences vécues dans d'autres pays, particulièrement avec les effets de l'application de lois abolitionnistes adoptées en Suède et en France. Alors, je nous souhaite de réflexion et d'échanges les plus intéressants et plus fructueux. Je vous souhaite une très belle soirée. Le regroupement fête ses 35 ans cette année. Nous avons 25 membres et les CALAX qui se trouvent à travers le Québec, dans toutes les régions, ont 3 volets d'intervention. Entre autres, il y a de l'aide directe pour aider les femmes et les jeunes filles qui sont victimes d'agressions sexuelles. Il y a aussi un volet de prévention. Alors, on va principalement dans les écoles et il y a un volet aussi défense des droits. Alors, nous sommes vraiment de l'avant. Nous sommes aussi le premier organisme féministe à prendre une position abolitionniste. Nous l'avons adoptée en 2002. Alors, cette position est vraiment au cœur de nos revendications et je vous souhaite une très belle soirée. Depuis 10 ans, nous luttons pour contrer la traite humaine ici et ailleurs. Et d'emblée, nous nous sommes rendus compte que l'exploitation sexuelle et le modèle nordique étaient la meilleure façon d'enrayer, en agissant sur la demande. Au cours des 10 dernières années, le CATI a tenté de mieux comprendre le phénomène de la traite à des fins sexuelles en faisant une recherche sur les clients en 2009, en participant à la campagne internationale sur Arrêter la demande, car nous croyons qu'on doit travailler sur les causes et non simplement travailler sur... travailler après quoi? Merci, Edna. Fait que pour nous, le modèle nordique est le modèle qui nous permet de travailler et d'enrayer la traite. Et aussi, nous espérons que, nous sommes sûrs que les conférences de ce soir vont nous alimenter pour les débats à venir suite au dépôt du projet de loi du gouvernement canadien, car il est loin de répondre à nos attentes en ce qui concerne les besoins des personnes victimes de traite, que ce soit des fins sexuelles ou pour travail forcé de toute façon. Avant de laisser la parole à nos invités, on a bien hâte, mais juste avant, j'aimerais laisser la parole à une femme militante et survivante à la clé qui tenait à vous adresser un mot ici ce soir. Je vous présente donc Mme Stella Roy. J'ai été très animée à vendre mon âme au diable, comme on dit, dans Hochelaga Maisonneuve. Puis là, ça fait 13 ans que je ne consomme plus puis que je ne fais plus ça. Je ne peux pas travailler entre guillemets comme une personne normale, mais j'ai trouvé ma voie avec la clé. Avec la clé, j'écris de plus en plus. Le bon Dieu m'a donné ce don-là. Je vous amène un poème que j'aime beaucoup, que j'ai écrit, que j'ai intitulé « Un nouveau chemin ». Je n'étais qu'un simple fœtus, encore enfermé dans l'utérus. Déjà, je me sentais ni moins ni plus comme une tâche, un fardeau, un minus. J'ai eu du mal à accepter la vie que l'on m'avait imposée, le mouton noir si mal aimé, dans une prison de peine refoulée. Tantôt de rire, je m'éclatais, bouffonne de tout ce que je faisais. Tantôt de mes larmes, je transformais mes rides, ma jeunesse en rides qui m'effrayaient. Parmi la chanson et la danse, des ivrognes pactés en transe, le mur et moi faisions connaissance d'un homme qui jouissait de violence. J'ai subi les séquelles de mon père, une époque où l'on devait se taire. Le mur et moi faisions connaissance, j'ai subi les séquelles de mon père, une époque où l'on devait se taire. Haute comme 3 pommes, amères, je croyais fuguer pour le paradis, l'enfer. Là où il faisait le plus noir, se trouvait sur un trottoir. Ce n'était guère de la gloire,
que de connaître tel désespoir. Parfois, le froid intense et aigu m'avait sur la peau fragile mordue. J'essuyais sur mes vêtements décousus, mes yeux épuisés, remplis de pus. Il n'existait qu'une héroïne, indispensable telle l'insuline, ma source de survie, ma vitamine, mon euphorie, mon ennemi, ma cocaïne. La vie que je jouais comme un jeu, j'ai fréquenté les pires milieux. De plus en plus, j'enterrais creux mes souffrances que j'attachais en eux. C'est envolé l'estime de moi et ma confiance. Je m'attire des ennuis et de la malchance. Un tourbillon de mauvaises croyances. Mon âme est amortie. C'est la déchéance. C'est la déchéance. Un jour, j'ai vu dans un miroir une locumène sans vie et sans ressort. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix croire, sinon c'était forcément la mort. La foi donne à l'homme l'élan pour agir. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus fuir. Défoncer les barrières que j'appréhendais de franchir, comme l'araignée, d'ici mon destin, mon avenir. J'ai repris mon courage et j'ai persévéré. Tel un fabuleux phénix, je me suis transformée. J'ai dû apprendre à vivre, à m'aimer. Dès lors, j'ai compris qu'il fallait pardonner. Il existe en moi un précieux trésor. Je suis consciente d'avoir hérité d'une mine d'or. Mon passé est gravé à toujours dans ma mémoire, de souvenirs qui inspirent mon esprit à de nouveaux départs. Merci. Tous les êtres humains se forment selon leur culture, leur religion, leur tradition, mais les conditions socioculturelles sont appliquées de façon différente quand il s'agit d'êtres humains qui naissent filles, trop souvent et tragiquement fondées sur l'idée de l'infériorité de la femme. On parle souvent du corps de la femme comme champ de bataille dans des zones de conflit, mais nous savons qu'en temps de paix aussi, le corps de la femme est un objet de bataille. Le contrôle extrême et violent du corps de la femme est une réalité quotidienne autour du monde. Il n'y a pas un pays où le viol épargne les femmes ou où les femmes ne craignent la violence sexuelle. Nous sommes battus, mutilés, violés, harcelés sexuellement, vendus, contraintes au mariage précoce et forcé, brûlés vives après un veuvage, niés de droit au libre choix en matière de procréation, assassinés sous prétexte de l'honneur de la famille, et la longue liste peut continuer toute la soirée. En outre, les inégalités entre les hommes et les femmes et les stéréotypes négatifs sont visibles dans de nombreux domaines, y inclut la politique, la religion, les médias, les normes culturelles et le milieu du travail. La violence physique et psychologique au sein et en dehors de la famille ou du foyer, le contrôle historique de la sexualité de la femme, des pratiques traditionnelles néfastes à l'exploitation commerciale sexuelle, y compris la prostitution, restent encore d'importants défis à relever. La femme reste le deuxième sexe ou pire. Je ne me pencherai pas ici sur les origines de la violence et de la discrimination à l'égard des femmes et des filles, mais plutôt tenterai de donner un bref aperçu juridique et évolutif, et surtout du trajet que nous avons parcouru et du chemin que nous devons parcourir ensemble afin de continuer la marche vers l'égalité des femmes et des filles. Malgré les avances faites, nous avons encore une longue route à franchir, comme vous le savez bien, dans nos sociétés respectives. Nous sommes engagés pour l'abolition de toute forme de violence contre les femmes et les filles, y compris la prostitution. Les femmes sont-elles des êtres humains ? Tel est le titre d'un livre du célèbre professeur de droit et abolitionniste américaine Catherine McKinnon. En effet, la Charte des Nations Unies et autres conventions et pactes internationaux affirment que, et je cite, « les droits fondamentaux de l'individu, la dignité et sa valeur de la personne humaine et dans l'égalité comme impératif pour la réalisation de la justice sociale et conditions essentielles de la démocratie. Bien que ces instruments interdisent à tout État
la discrimination fondée sur le sexe, le droit des femmes était rarement considéré comme partie intégrante de ces instruments. En effet, les organisations traditionnelles des droits de l'homme avaient pendant des décennies refusé de répondre à toutes les formes de violence et de discrimination spécifiques aux femmes et aux filles. Encore aujourd'hui, leur analyse, en examinant la prostitution en particulier, prostitution comme violence faite aux femmes, est presque inexistante. Et voilà quelques questions qui se posent. Quelle est cette foi collective dans les droits inaliénables et indissociables des femmes? Et que veut dire la dignité et la valeur lorsque nous parlons des femmes et lorsque nous parlons de la prostitution? Malgré les efforts faits ces dernières décennies sur l'élimination de la discrimination et la violence à l'encontre des femmes, les statistiques ne bougent très peu, s'ils bougent du tout. L'ONU indique que parmi les femmes du monde, 1 sur 3 au moins sera battue, forcée d'avoir des relations sexuelles ou victime d'autres abus durant sa vie. En ce qui concerne les mutilations génitales, 6 000 filles par jour subissent des mutilations génitales. Selon la Fondation canadienne des femmes, en une année seulement au Canada, 427 000 femmes âgées de plus de 15 ans ont rapporté avoir été victimes d'agressions sexuelles. 50% des femmes ont été victimes d'au moins d'un acte de violence physique ou sexuelle depuis l'âge de 16 ans. Et on se demande si ce chiffre inclut les femmes et les filles prostituées. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous connaît la réponse. Environ 80% des victimes de trafic sexuel au Canada sont des femmes et des filles. 66% de toutes les victimes d'agressions sexuelles de sexe féminin ont moins de 24 ans et 11% ont moins de 11 ans. Je vous laisse lire la liste puisqu'elle est affichée sur l'écran. Je voulais simplement ajouter, comme je suis basée aux États-Unis, en ce qui concerne la prostitution, aux États-Unis, les femmes prostituées ont 300 fois plus de risques d'échouer de mort violente. Et l'Association américaine de psychologie estime qu'une femme qui reste dans l'industrie du sexe a une espérance de vie de 34 ans. C'est dans ce contexte d'égalité, de violence et de discrimination à l'encontre des femmes et des filles qu'il faut se pencher en particulier sur la prostitution, une forme de violence dont on ne discute pas assez en tant que telle. Effectivement, la prostitution est une des violences les plus évitées dans notre contexte culturel. Et si j'ose utiliser un terme peut-être choquant, le plus banal. Je dis banal parce que malgré ses liens à la traite et au tourisme sexuel, ses liens à une profonde discrimination sur la base de genre et de violence, je pense à l'inceste, au viol, à la pauvreté ou autres violences économiques, la prostitution est néanmoins perçue comme un choix. La prostitution est au contraire un manque de choix. Je dis banal parce que l'exploitation sexuelle des femmes fait partie de notre quotidien culturel. Dans les médias, les femmes vendues et achetées pour le profit est souvent réduit à des termes de libertinage ou travailleuse de sexe. L'acte de prostitution, souvent décrit comme un crime sans victime. Je vous propose donc d'analyser la prostitution comme une de nos pratiques culturelles néfastes, telles les mutilations génitales féminines, le mariage précoce ou forcé. La prostitution porte atteinte à la pleine jouissance des droits de la personne humaine, des femmes et des filles, et à leur dignité établie par les lois nationales et internationales. Nos sociétés l'acceptent comme acquis, ou au pire, comme fléau moral ou social qui ternit les quartiers et les bonnes mœurs. On la minimise, par exemple, on dénommait Dominique Strauss-Kahn, accusé d'agression sexuelle et plus tard de proxénétisme aggravé, comme un chaud lapin. Malgré les scandales entourant Berlusconi et ses multiples achats de femmes et de jeunes filles, l'Italie débat en ce moment sur l'abrogation de la loi Merlin et pour la réglementation de la prostitution. Aux États-Unis, la presse et le public américain défendaient l'ancien gouverneur de New York, Eliot Spitzer, en se demandant, et je cite, « Est-ce que tricher, c'est une bonne chose ?»
Est-ce tricher si c'est avec une travailleuse de sexe consentante? L'ancien gouverneur aurait dépensé 80 000 $ de l'achat de jeunes femmes prostituées. Au nom de l'inévitabilité, rares sont les positions claires sur la prostitution comme violence sexuelle, comme viol, comme violence contre les femmes. En effet, même le langage de certains textes onusiens touchant au sujet, ainsi que de nombreuses résolutions, parlent de prostitution forcée ou de prostitution libre, prétendant qu'il y aurait une différence dans les abus et les violations inhérentes à l'exploitation commerciale sexuelle. Ceci dit, je répète qu'il est remarquable et historique que le Parlement canadien, dans le projet de loi C-36, reconnaisse l'exploitation inhérente à la prostitution, qu'elle classifie la prostitution comme la marchandisation du corps humain dans un cadre de dignité humaine et d'égalité. Nous félicitons le ministre et ses collègues de dénoncer et d'interdire l'achat de services sexuels parce qu'il crée la demande. Le Canada est signataire de plus d'une vingtaine de conventions et de traités internationaux, dont une bonne partie desquels s'appuient sur les principes fondamentaux des droits de la personne. Toutefois, nous nous inquiétons sérieusement sur la pénalisation de personnes prostituées dans certains cas et dans certains lieux dans le projet de loi C-36. La reconnaissance de la prostitution comme violence faite aux femmes ne peut pas faire d'exception. Deuxièmement, il est impératif que le Canada abroge tout langage ou référence à la prostitution des enfants, la prostitution infantile ou en anglais child prostitution. Le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, connu comme le protocole de Palerme, dont le Canada est signataire, reconnaît que toute personne de moins de 18 ans qui se trouve dans l'industrie du sexe soit considérée comme une personne qui a été trafiquée. Le Canada joue un rôle de premier plan sur la scène internationale au niveau des efforts déployés pour faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits garantis à tous les êtres humains. Je le répète, la prostitution ne peut pas être une exception à ces engagements, ni l'identification des enfants victimes de la traite en tant que, et je cite, prostituées infantiles. Pour conclure, nous devons lancer un modèle de plaidoyer et de cadre juridique pour combattre la prostitution en tant que violence sexuelle et en tant que violation fondamentale des droits des femmes. En tant que réponse associative et médiatique, toute campagne efficace doit appeler les gouvernements, la société civile, les organisations de femmes, les jeunes, les hommes, le secteur privé, les groupes religieux, les médias et le système onusien à joindre nos forces afin d'abattre le mur de silence autour des conséquences néfastes de la prostitution. Comme nous l'avons fait au niveau du viol, au niveau du harcèlement sexuel et au niveau des abus domestiques, nous devons modifier les schémas et modèles de nos comportements socio-culturels. Nous devons aussi continuer à établir un recueil d'histoires concrètes et des témoignages de femmes survivantes de l'industrie du sexe, comme l'a fait si bravement Stella, y compris la prostitution, et leur assurer une place plus élevée au niveau de l'engagement stratégique. La force de leur voix nous dit que la prostitution n'est pas plus un choix que d'être mutilée ou battue ou vendue à un homme 4 fois son âge. Le droit canadien doit refléter la réalité que la prostitution est un crime violent partout et à toute heure. Le Canada est dans une position unique de reconnaître que la prostitution engendre quotidiennement le viol et une prison psychologique. Comme Eleanor Roosevelt, l'architecte des droits universels des droits des êtres humains, les femmes et les filles du Canada espèrent que grâce à la volonté politique de leur État et aux stratégies combinées de tous les autres acteurs, qu'elles-mêmes, leurs filles et leurs petites-filles pourront vivre dans un monde d'égalité avec les hommes et les garçons. Un monde où naître fille, surtout d'un milieu défavorisé, porte un destin d'épanouissement plutôt que de violence et de discrimination débilitante.
Un monde où acheter un autre être humain deviendra inimaginable. Merci pour votre attention. Thank you so much, and first thank the organizers for inviting me. It's really an honor to be here with you, and this is also the first time I'm in Canada, so it's really great. I have two hats when I'm here. The first, that's the reason also why I'm going to have 4 parts in my intervention. The first part is a more personal introduction, also linked to the Swedish model, so it also gives some background to why Swedish model are implemented. The second part would be the Swedish model, to say something about it. And the third part, then I swap hat. And the first part is as a member of European Parliament, a Swedish MEP. And from the third part, I swapped to be the chair of the Committee for Women's Rights in European Parliament. And on the fourth and final part, I take away all hats and be very personal. I will start to read something. It's part of a Swedish, what is English word, please? Magazine, something like that? It sounds like something you buy in the store, you know, but okay. Anyway, it's a Swedish institute who has made a book about the Swedish example called Target the Sex Buyer. It's in fact something you can also order. And on the back side, or in the introduction, it says following. He could be your neighbor, even your best friend. Or perhaps he is a colleague at work or someone you talked to at a party last weekend. He appears to live a normal life. He is married, has children, a good job. In other words, he is a regular guy. But he also buys sexual services and thereby supports the market for sexual exploitation, prostitution, and trafficking. And under Swedish law, he is a criminal. And I'm a firm believer of gender equality. I, of course, want a society with a positive view on sexuality and where sexuality of both women and men is valued equally and not based on old stereotypes. That is one of the reasons why I'm against prostitution. Because prostitution is not a question of sexuality between equal partners. It's about power and it's about control. A way in which men controls women's bodies and sexuality. To refusing prostitution is about setting a standard of human dignity for all women and girls all over the world. I think we will never reach real gender equality as long as we allow prostitution. Prostitution and sexual exploitation is not gender neutral. The majority of persons exploited in the prostitution markets are women and girls, often girls, and the majority of the buyers are men. Can we allow the keeping of a subclass of women for men to buy for sexual services? As a man in favor of gender equality, I say, of course, no to that. Therefore, I think we need to have prostitution policies that decrease the markets and don't normalize prostitution. Sometimes people think that those of us who want to limit or abolish prostitution markets are being immoralist or conservative, that we want to repress sexuality. I can say that I'm not a conservative. You should call me a left-wing person in Canada, probably. It's a real political failure to confuse prostitution markets with sexual freedom and rights. Prostitution is violence against women. Prostitution exists because we are living in a society based on gender inequalities. Prostitution is a signal to men that they can have access to women's bodies. Some figures say that 62% of women in prostitution reporting having been raped. 9 of 10
women in prostitution would like to exit the system of prostitution but feel unable to do so. About 70% of women in prostitution meet the criteria for post-traumatic stress disorder in the same range as victims of torture. I think it's extremely clear that prostitution is a form of violence against women. Let me now just focus a little bit on men's behavior, because what is the main root causes of sex trafficking and prostitution? The demand to buy sexual services from women, girls, boys and men. And mostly we talk about men's demands. We speak a lot about women and girls in prostitution, and that is of course important, but that is not certainly enough. I also want us to speak much more about how we can address men's behavior. Because it is because men have the right to buy women and girls for sexual services that we have a growing sex industry. If there was no demand, there would be no grounds for abuse, no ground for prostitution, and no ground for sexual, and no ground for trafficking. To put it simply, we have to change men's behavior. I do for sure know that we can change things with politics, even behaviors. Sometimes it takes time, but laws and discussion can in the long term change the norm in a society. So whatever policy, whatever prostitution policy we have, will have an impact. Either it limits prostitution markets or it fuels them. And that is a good link to go over to the Swedish model. In 1999, Sweden approved a law that forbids the purchase of sexual services, a law that at that time was the first of its kind. The legislation was passed as part of a national strategy to fight violence against women. This legislation is gender neutral. In other words, buyers and sellers can be men or women. But in practice, it focused very much on the demand for women and children who were exploited sexually, and it criminalized the sex buyers, who typically are men. On the other hand, the sale of sexual services is not punishable by law. It is this view of sex buyers and sex sellers that is the foundation of the so-called the Swedish example. Sweden basically, in that point, changed the outlook on selling and buying sexual services by only criminalizing the sex buyer. The goal of the Swedish law was twofold, and is twofold. First, to convince people to abstain from committing the crime of buying sex. And secondly, when my iPad is working, to establish norms under which no women, man, girls or boys can be sold, and no one has the right to sexually exploit another human being. The sex buyers law, and that is what we call it in Sweden, is an important component of Sweden's strategy to combat both prostitution and human trafficking. In the Swedish view, prostitution and human trafficking are linked by the sex buyers whose money finance organized crime. In other words, the sex buyers make human trafficking both possible and lucrative. According to a big study, was investigation and what was the outcome of this law, and it was published 2010 and conducted by the National Council for Crime Prevention. There are some interesting results from Sweden. One is that in Sweden, the number of persons exploited in street prostitution has halved since 1999, while it tripled in Denmark and Norway for the same period. And I make comparison to Denmark and Norway because there are similar kind of system, welfare system like in Sweden. And then internet prostitution has also internet prostitution has increased slightly in Sweden, but compared to Denmark and Norway, they have higher rates when it comes to prostitution, internet prostitution. So
overall, that means that you can see a diminishing in the prostitution markets in Sweden, and you cannot see that in Denmark and Norway. But now, 2009, Norway has implemented the same law, so now we might see changes there also. I also say that in 1996, 14% of the Swedish men said that they had bought someone for prostitution purposes. In 2008, the figure had dropped to 7.8. There have been mainly three different kind of critics against the Swedish movement. The first is a misunderstanding about the law, because then people say that you shouldn't criminalize the prostitution, but that the law doesn't say that. Exactly the opposite. It only criminalizes the act of buying sex, the act of when an individual prostitute sells sex is decriminalized. Secondly, critics have argued that prostitution goes underground, and that is a security problem for the prostitution. That is, of course, a relevant issue, but let me be clear that prostitution by itself is always extremely dangerous for women. It doesn't matter if it's underground or not, and most of the prostitution today are underground anyway. But it is also that if the sex buyers can find women on internet, of course the police and social worker can do the same. I met the police in Sweden and say, do you think that the police in Sweden are stupid? That we can't find? That we don't have the same methods as the sex buyers? Of course we can find them. But it has to do with allocating resources to the police. Also allocating resources to surveillance and that things. And thirdly, there are critics that argue that there are so few sex buyers that get caught. And that's been about 2,000 sex buyers that have been in some way punished. And you can call that law, but or you cannot do it. But anyway, I will say, if you look at overall, I will say that many people in Sweden think the sex buyers law is a success. The law was controversial when it was enacted in 1999, because it challenged an age-old male right to see women's body as a commodity. In fact, the right for men to buy access to women's bodies. 70% of the Swedish population was against the law in 1996. But after more than 10 years of implementation of the Swedish legislation, 70% of the population expressed full support of the law. That's the opposite. And amongst young persons, almost 80% are in favor of the law. And the law has changed the norm in the society, and that is why I call it really a good result. I will now swap to my chair hat for the so-called Fund Committee in European Parliament. I would say that the issue of prostitution in Europe, in European Union, gives rise to quite hard political discussions. There is no consensus among European states on how is the right way to address prostitution. We have, for example, Netherlands and Germany had a total different system, an approach that, in my point of view, has shown to be a complete failure. But at EU level, we have during the last 10 years spoke a lot about trafficking, and there are even certain EU competence in trafficking compared to prostitution, which is more a member states issue. But I have always thought that there was a problem in the trafficking focus, because where we end up making a difference between trafficked women in prostitution and the other women in prostitution. For me and many others in the European Parliament, this was not an acceptable division. All women in prostitution should have access to support services, health care and exit programs, not only the ones that can somehow prove that they have been trafficked. It also didn't recognize the harm in prostitution indices by itself, regardless of how you ended up there. And addressing trafficking without addressing the root causes, the demand, is also completely ineffective. During the last 10 to 15 years, we have seen growing prostitution markets in Europe. More brothels, more pimps, more buyers of women in prostitution, and most of all, more women and girls exploited and abused in prostitution.
and a majority of these in European Union are migrant women. Against this background, it was quite obvious for us that we also wanted to put this issue on prostitution on the agenda and on the working tables of the European Parliament, not only the issue of trafficking. So this was the reason why my committee, the Committee for Women's Rights and Gender Equality, took the initiative to create and draw up an own initiative report. It's not a legislative report, but it's an opinion report that can be very important. And we adopted that report 2013 and worked very hard to make it adopted also in the plenary. The name of the report is Sexual Exploitation and Prostitution and its Impact on Gender Equality. And in February 2014, the European Parliament adopted this report, and I will say I was extremely happy about that, because it says 5 things that are important. It says that prostitution is both a cause and a consequence of gender inequality, which it aggravates further. Normalization of prostitution has an impact on violence against women, because data shows that men buying sex were more likely to commit violence against women. Secondly, the report says that prostitution is a form of slavery incompatible with human dignity and fundamental human rights. That prostitution reduces all intimate acts for the monetary value and diminish the human being to the level of merchandise or an object to be used by the client. Third, the European Parliament believes that prostitution markets fuel trafficking of women and children, and that demand reduction should form a part of an integrated strategy against trafficking in the member states. And it also says that one of the most efficient way to combating the trafficking of women and sexual exploitation is to introduce some kind of Nordic model, or whatever you want to call it, that focus on sex bias. The European Parliament thereby believes that legislation provides an opportunity to clarify what is the acceptable norms in society and to create a society reflective of these values. 4, this European Parliament stresses that as prostitution is a cross-border problem, the member states also have a responsibility for combating the buying of sex outside their own territory, like sex tourism. And 5th, points out that economic problems and poverty are major causes of prostitution among young women and underage females. A vast majority of persons in prostitution would like to stop, but feel unable to do so. Competent authorities should therefore put in place programs to help persons escape prostitution, but also provide psychological and social assistance. As you see, it says a lot of good things, and from a Swedish perspective, I'm extremely happy, I will say. There were others that was not so happy in European Parliament, but anyway, it was adopted with a clear majority, with 200 voters in favor for adoption. So, my final words. In order to crack down on prostitution markets, we have to address the whole range of actors and regulations that underpin the system of prostitution, such as pimps, brothel owners, traffickers, and we have to increase resources for women to be able to exit prostitution. But we also need to increasingly address the main root cause for trafficking, the sex industry, prostitution markets, and men's demands to buy sexual services from women, girls, boys, and men. I don't consider prostitution as a form of work. It is an unequal power relationship and a consequence of deep gender inequality as well as social and economic inequalities. Prostitution also generates gender inequalities and conveys a very conservative view of women's and men's sexuality. As a politician, I know that we can change things. That is why I am a politician, because I want to change things. I want to have power. I know that politicians say that they don't want power, but that's not true. We want power because that's the reason why we want to be politicians.
To change things, we have to join forces together, in that case, politicians and civil society. We have to make sure that, for example, pimps and buyers and sex industry actors do not get the upper hand in the discussion on how to shape future prostitution policy. To all your actors outside the political decision-making sphere, in order for us policymakers to be able to do our work, to advance this issue, we need all of you to work in associations and civil society and public services, to advise us, to support us, and to push us to take further steps. And to men across the world that also wants gender equality and wants to end prostitution, it is time that you raise your voice, and do so wherever you are, in your working place, at the dinner table, or in the sports park. And even more importantly, if you work, as I do, had the privilege to do, in politics and have been entrusted to the power to propose policy change, stand up and say a firm no to buying women in prostitution. Thank you so much for your time. Je vais d'abord dire quelques mots sur mon association pour que vous sachiez qui vous parle, parce que je crois que parfois c'est utile. Donc je représente deux associations, en fait, pas une. D'abord une association française qui soutient 5000 personnes prostituées chaque année à travers des bureaux dans 32 villes françaises différentes. Donc c'est une association qui va chaque semaine à la rencontre des personnes prostituées. Ce sont des citoyennes et des citoyens qui le font, ce ne sont pas des professionnels. Donc des citoyennes et des citoyens, une femme, un homme, qui chaque semaine vont sur les lieux de prostitution dans leur ville et établissent un contact amical avec les personnes prostituées qu'elles peuvent rencontrer, et qui, à partir de cette rencontre, créent une confiance au fur et à mesure des années et informent les personnes que si elles le souhaitent, elles peuvent venir dans nos locaux, dans chacune de ces 32 villes, pour obtenir, soit pour passer un moment convivial, non stigmatisant et de confiance, soit pour demander un soutien quel qu'il soit. Et ensuite, on a tout un processus de soutien, qu'il soit social, médical, juridique, psychologique, contentieux, etc. Donc c'est d'abord une association de terrain. Mais c'est aussi une association qui, depuis très longtemps, veut faire évoluer la société en même temps qu'elle fait un travail de terrain. Sinon, nous sommes convaincus que nous pouvons travailler pendant des années à soutenir les personnes prostituées, mais si nous ne sommes pas capables de remettre en cause le système prostitueur et de le faire tomber, puisque c'est ça l'enjeu, alors dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, on sera toujours là à essayer de soutenir des personnes, c'est bien de le faire, et en plus on n'a pas assez de moyens pour le faire. Donc c'est une association aussi militante qui est engagée pour un changement de société. Alors ce changement de société, il passe par la formation des professionnels. On forme chaque année 3000 professionnels environ, acteurs sociaux, magistrates et magistrats, avocats et avocates, services de police. Il passe par la prévention auprès des jeunes. On intervient auprès de 17 000 jeunes dans les établissements scolaires pour travailler sur l'articulation entre l'éducation à l'égalité et l'éducation à la sexualité, pour combiner les deux, penser les deux en même temps, et puis un travail de plaidoyer. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est aussi ce qu'on m'a proposé de faire, pour être très honnête, c'était d'avoir un regard sur ce qui se passe en Europe dans différents États membres. Parce qu'aujourd'hui, dans le débat public, qu'il soit français ou canadien, finalement, il y a deux options. C'est pas très compliqué. Il y a deux grandes options politiques qui sont proposées. Et il y a quelque chose qui est un peu confus en Europe, c'est que ces deux options radicalement opposées, elles sont proposées par la gauche à chaque fois en Europe. Il y a le modèle abolitionniste qui a été proposé et passé par des gouvernements de gauche en Europe. Et il y a le modèle libéral réglementariste qui a aussi été passé par des gouvernements de gauche. Alors d'une autre gauche, donc c'est un débat entre deux gauches, mais c'est quand même intéressant de noter ça. Et au Canada, il y a une exception, c'est le gouvernement conservateur qui pose les termes du débat, donc ça devient encore plus intéressant. Alors, le grand intérêt de l'Europe, c'est qu'en fait, sur ces deux modèles, soit le modèle social abolitionniste, soit le modèle libéral réglementariste, c'est-à-dire soit le modèle de l'abolition du système prostitueur, soit le modèle de la légalisation du travail du sexe ou de la décriminalisation de la prostitution, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ces deux modèles, ils existent et ils ont été mis en œuvre dans des États, et donc on a un bilan après 15 ans. C'est extrêmement important. Moi, j'ai vu ces jours-ci dans les médias canadiens, tous les journalistes parlent de travail du sexe, travailleurs du sexe, travailleuses du sexe. Est-ce qu'on sait véritablement, avant d'employer le terme, comment cette idéologie a été mise en œuvre
et quelles ont été les conséquences. C'est ce que je voudrais présenter rapidement à partir des États européens. Alors, en 2000, il y a deux mouvements qui coupent l'Europe comme ça. D'un côté, la Suède, comme expliquait Mikael Gustafsson, qui qualifie la prostitution de violence, d'obstacle à l'égalité et qui promeut une approche abolitionniste. Et en même temps, la même année, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui eux disent, eh bien nous, la prostitution c'est un business comme un autre, c'est un travail du sexe, et on va l'encadrer pour mieux gérer le phénomène, et aussi mieux protéger les personnes, les travailleuses du sexe qui sont dans cette activité. Aux Pays-Bas et en Allemagne, je vais commencer par ça, c'est un modèle économique libéral. L'objectif c'est de dire, voilà, c'est un travail, et le sujet c'est de savoir comment on l'encadre. Et on a beaucoup dit en Europe que l'Allemagne ou les Pays-Bas avaient légalisé la prostitution ou dépénaliser la prostitution, et on l'entend aussi dans le débat canadien, est-ce qu'il faut légaliser ou dépénaliser? Mais c'est faux parce qu'aux Pays-Bas comme en Allemagne, la prostitution n'était pas illégale. Le fait d'être prostituée, ce n'était pas illégal en Allemagne, ce n'était pas illégal aux Pays-Bas. Ce qui a été légalisé, c'est le proxénétisme. Le travail du sexe, ça commence par la dépénalisation du proxénétisme. C'est-à-dire qu'on a dit aux proxénètes, eh bien maintenant vous serez des entrepreneurs du sexe. Vous avez le droit d'exploiter la prostitution d'autrui, simplement vous devez retirer une licence d'exploitation dans votre commune, comme pour le tabac et pour l'alcool. Là, ce n'est pas de l'exploitation du tabac et de l'alcool, c'est l'exploitation des femmes. Vous retirez votre licence, vous déclarez votre business, vous devenez un entrepreneur du sexe et plus un proxénète, et puis vous employez des travailleuses du sexe. Donc la légalisation de la prostitution, c'est la dépénalisation du proxénétisme, et c'est la création d'un statut de travailleur et de travailleuse du sexe. Alors l'objectif, évidemment, quand ça a été vendu en 2000, par l'Allemagne et les Pays-Bas, l'objectif, on ne disait pas que c'était de dépénaliser le proxénétisme, on disait que c'était de soutenir les travailleuses et les travailleurs du sexe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis évidemment, le client prostitueur, comme nous disons en France, n'apparaît pas, c'est juste un consommateur, et le consommateur, il n'apparaît pas dans le business, il est ni employeur ni travailleur. Alors quel est le bilan après 10 ans? Le bilan, il est très très clair, et il n'est pas contesté en Europe. C'est qu'après 10 ans, les pays qui ont dépénalisé le proxénétisme, les pays qui ont dit que c'était un système économique comme un autre, ont vu une chose arriver, et là, ce sont les patrons, ce sont les employeurs qui ont tiré bénéfice du système. Les seuls qui ont tiré profit de la légalisation de la prostitution du travail du sexe, ce sont les proxénètes, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Et puis évidemment, les clients qui sont restés des consommateurs avec de moins en moins de limites, je vais en revenir tout à l'heure, et qui ne sont absolument pas remis en cause puisque leur impunité demeure totale. Les personnes prostituées, travailleuses du sexe dans ces pays, l'Allemagne comme les Pays-Bas sont d'accord pour dire aujourd'hui que leur bien-être, selon tous les critères qui ont été établis, a diminué. Que la consommation de drogue ou de produits qui vous permettent de supporter la douleur, de supporter ce que vous vivez, a augmenté. Et puis surtout que, surprise, c'est un travail du sexe, mais en fait c'est un travail pour les autres. Parce qu'en Allemagne comme aux Pays-Bas, les travailleuses du sexe, ce sont les femmes migrantes de pays tiers, de pays les plus vulnérables, qui viennent de Roumanie, de Bulgarie, qui viennent du Nigeria, du Cameroun. En France, c'est la même chose. En Europe, aujourd'hui, 85%, en tout cas en France, 85% des personnes prostituées en France sont d'origine étrangère. Elles viennent de pays moins favorisés. Et ce qu'on dit moins, c'est que même dans ces pays, ce sont les groupes les plus discriminés qui viennent. Par exemple, le Conseil de l'Europe nous explique qu'en Europe de l'Ouest, 80% des femmes prostituées bulgares appartiennent aux deux mêmes minorités ethniques en Bulgarie. Ce n'est pas n'importe quel Bulgare qui est prostitué en Europe de l'Ouest, ce sont les turcophones, la minorité turcophone et la minorité rome. Donc ce sont les plus faibles des plus faibles qui finissent dans la prostitution. C'est vrai en Europe, particulièrement avec cette dimension des migrantes. C'est vrai au Canada, où les femmes autochtones sont surreprésentées dans l'exploitation de la prostitution. C'est vrai en Inde, où les femmes les plus basses castes sont surreprésentées dans la prostitution. C'est vrai en Afrique, où les femmes qui ont été victimes des conflits sont surreprésentées dans la prostitution. Et c'est vrai partout dans le monde, où les victimes de violences sexuelles sont surreprésentées dans la prostitution. Alors très concrètement, je vais vous donner quelques résultats de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui ne sont que des résultats donnés par les autorités. Ce ne sont même pas des statistiques et des associations. Ce sont la police nationale, le ministère de la Justice, etc. Aux Pays-Bas, en 2007, la police néerlandaise publie un rapport où elle explique que 50 à 90%, c'est pas très précis, mais c'est quand même inquiétant, 50 à 90% des personnes prostituées dans l'industrie légale, c'est-à-dire dans un business officiel avec une licence d'exploitation qui paie des impôts, 50 à 90% de ces personnes sont des victimes de la traite d'êtres humains qui sont contraintes à la prostitution. Ça pose tout de suite un énorme problème, puisqu'on avait dit que la légalisation, c'est pour
améliorer la sécurité, la liberté et émanciper, c'était la mesure d'empowerment des personnes prostituées. En 2008, le ministère de la Justice dit, voilà, nous avions établi 5 critères de bien-être des personnes prostituées, des travailleuses du sexe, ils disent, mais j'ai du mal à le dire, et sur ces 5 critères, les 5 critères sont à la baisse, donc on a un problème, il faut qu'on change quelque chose dans la législation. Et puis, la même année, il y a une affaire très célèbre qui s'appelle l'affaire Snip aux Pays-Bas, qui a ému l'opinion publique, où un proxénète germano-turc est condamné extrêmement lourdement pour conditionnement ou dressage, comme vous voulez. Alors le conditionnement ou le dressage, c'est quand vous prenez une personne prostituée dans son pays d'origine, que vous la violez suffisamment sur le parcours, dans des lieux faits pour ça, pour que quand elle arrive sur le territoire du pays de destination, elle soit complètement démolie psychologiquement et qu'elle ne soit plus en mesure d'avoir aucune forme de résistance. Donc ce proxénète est condamné, dressage, torture, barbarie, proxénétisme aggravé, etc. Et il y a 100 victimes qui sont identifiées sur le territoire néerlandais. Et les 100 victimes, elles sont dans un bordel qui est légal. Les 100 victimes, elles sont dans un bordel où la commune a donné l'autorisation, où le proxénète est un entrepreneur du sexe, un businessman, et n'est pas inquiété par la justice a priori. Bah, évidemment, dans ce cas, ils ont été inquiétés. Amsterdam s'inquiète du sujet, fait une enquête et trouve que la moitié des entrepreneurs du sexe officiels déclarés ont un casier criminel ouvert. Et donc là, la police aussi tire la sonnette d'alarme en disant on a quand même un gros problème, c'est qu'en légalisant le proxénétisme, les proxénètes, ce ne sont pas juste des proxénètes, ce sont aussi des trafiquants de drogue, ce sont des trafiquants d'armes. Et donc là, on a donné la machine à cash, la machine à billets légale, où on peut faire de l'argent et ensuite le réinvestir dans d'autres formes de trafic. Et puis, plus intéressant encore, les autorités font une enquête nationale sur les alternatives qui seraient offertes aux personnes prostituées. Et là, on trouve que 90% des personnes disent que si elles pouvaient s'en sortir, elles voudraient s'en sortir, mais que dans toutes les communes qui exploitent la prostitution légalement, en ayant donné des licences d'exploitation, en récupérant des taxes très importantes, des impôts locaux très importants, de toutes ces communes, il n'y en a que 6% qui ont un début de programme de soutien et d'alternative à la prostitution, c'est-à-dire qui commencent à faire quelque chose qui permet aux personnes de s'en sortir. Donc le business, il marche tout seul, il n'y a pas de problème, les impôts tombent, les proxénètes font de l'argent. Par contre, il n'y a que 6% de ces communes, celles qui ont choisi de dépénaliser le proxénétisme, qui offrent des alternatives. En Allemagne, première sonnette d'alarme en 2005, quand une femme inscrite au chômage se fait menacer, est menacée de se voir retirer ses allocations chômage parce qu'elle refuse pour la 3e fois un emploi, et cet emploi, c'est d'être travailleuse du sexe. Elle a déclaré dans ses compétences qu'elle était d'accord pour travailler comme hôtesse, travail de nuit dans les bars, etc. Et on lui propose un travail de prostituée, elle le refuse, et on lui retire ses allocations chômage, et le gouvernement fédéral intervient immédiatement pour dire non, c'est pas possible, ça va trop loin. Sauf que ça va pas trop loin, c'est parfaitement cohérent. Si c'est un travail du sexe, il y a des offres d'emploi de prostituées en Allemagne comme aux Pays-Bas, dans les agences de l'emploi. Si c'est un travail comme un autre, donc là encore il faut voir le poids des mots quand les journalistes ici ou ailleurs disent travail du sexe. Si c'est un travail comme un autre, c'est parfaitement normal, en tout cas dans la logique du fonctionnement du chômage dans certains pays, on peut contester par ailleurs, et je veux bien le faire avec vous, mais en tout cas dans leur logique, c'est parfaitement normal que les personnes se fassent retirer leurs allocations. De la même manière que ce serait tout à fait normal que les proxénètes, d'ailleurs qui sont maintenant des entrepreneurs du sexe, aient accès aux salons étudiants et puissent faire la promotion de leur filière professionnelle, etc. Donc là, l'Allemagne dit non, on va trop loin. Mais en même temps, en disant on va trop loin, ça veut dire il faut dérouler le reste du fil. Est-ce que dans ce cas-là, ça tient la route de dire que c'est un travail du sexe et qu'on s'y inscrit et que ce sont des employeurs? La police en Allemagne va un petit peu plus loin et dit nous avons un gros problème, c'est que comme les proxénètes sont des entrepreneurs du sexe, nous n'avons plus de présomption de culpabilité et donc on ne peut pas les mettre sous écoute et on ne peut pas investir, faire des véritables contrôles dans les bordels puisque c'est un business comme un autre. Et les business légaux sont protégés par la liberté d'entreprendre, etc. Alors certes, il peut y avoir des contrôles sociaux d'inspection, mais on ne peut pas mettre un businessman officiel sous écoute, c'est impossible. On ne peut pas faire un raid dans son établissement. Et du coup, la police dit, bah voilà, on ne peut plus lutter contre le proxénétisme parce qu'il y a une présomption. Et la police va plus loin, comme dans l'affaire Snip dont je parlais aux Pays-Bas. La police explique, quand on fait une affaire, parce qu'on a énormément de preuves, et qu'on arrive finalement, grâce au procureur, nous donne l'autorisation de mettre sous écoute ou d'investir les lieux, là on découvre l'horreur la plus totale, sur une affaire. Mais le problème c'est qu'il y a des milliers d'autres bordels qui sont légaux à côté, et que ceux-là, on ne pourra jamais
les investir tous en même temps si on continue à légaliser le proxénétisme. Et puis en 2013, en mai 2013, il y a dans Der Spiegel, qui est un des grands magazines de référence allemands, un dossier qui titre L'Allemagne bordel, comment l'État a promu la traite des êtres humains et l'exploitation des femmes. Et là, c'est coup de tonnerre en Allemagne, et toutes ces statistiques et toutes ces réflexions ressortent. Et on nous explique notamment à ce moment-là que sur les 400 000 personnes prostituées qu'il y a en Allemagne, il n'y en a que 44 qui se sont inscrites au statut de travailleuses du sexe. Il n'y en a que 44 qui ont fait la démarche, alors qu'on nous avait dit que les personnes voulaient être travailleuses du sexe pour être mieux défendues. Il n'y a que 40 femmes et 4 hommes sur les 400 000 identifiés par la police qui sont allés faire cette démarche. Donc les intérêts financiers sont énormes. Les intérêts des proxénètes, on sait les quantifier. Europol le dit, c'est 100 000 € nets par an par personne prostituée. 100 000 € nets par an par personne. Les intérêts de l'État et des communes, et c'est ça qui est très pervers, hein, ils sont aussi importants parce qu'il y a des revenus fiscaux. En Europe, on a un débat maintenant. Eurostat, la Commission, dans une approche très libérale, propose aux États membres de l'Union européenne, demande aux États membres de l'Union européenne d'inclure la prostitution dans le PIB pour dire qu'on a moins de problèmes de croissance. Et ça va regonfler la croissance européenne. Ce n'est pas une nouvelle activité qui est créée, ce n'est pas un développement de bien-être pour personne, mais les chiffres gonflent et c'est déjà pas mal parce qu'on est en crise. Et puis en Allemagne, dernière dimension, sur l'aspect de la demande. C'est un marché comme un autre qu'on ouvre véritablement, et là la demande explose et se diversifie. Et on arrive à des établissements, par exemple, où on a des femmes en solde, où on a des entrées à volonté, vous avez le repas et autant de femmes que vous voulez, des bordels où nous avons des étages naturistes, c'est-à-dire que tous les hommes viennent habiller, toutes les femmes sont nues, et vous chopez qui vous voulez, mais prenez juste un tampon et à la fin vous payez en fonction de ce qui est tamponné. Des étages gangbang, vous venez avec des amis, prendre une femme à 5 ou 6, etc. Donc banalisation complète du viol collectif, etc. Mais légal, c'est une offre, c'est un service, c'est une demande, et cette demande, elle se diversifie. L'autre perspective ouverte, je ne vais pas rentrer autant dans le détail sur la perspective ouverte par les pays abolitionnistes, parce que Mikael Gustafsson a parlé de la Suède, mais l'approche adoptée par la Suède, ce que je voudrais dire par la Suède, par la Norvège, par l'Islande, aujourd'hui examinée très sérieusement par la France et par l'Irlande, validée par le Parlement européen, alors que la Commission européenne très libérale continue à faire la promotion du travail du sexe. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces États? C'est ça que je ne vais pas rentrer dans les mesures, mais il y a quelque chose en commun sur la qualification. Ces États choisissent une autre perspective et disent la prostitution, c'est une violence et c'est un obstacle à l'égalité. C'est le point de départ de toutes ces législations. C'est aussi le préambule, et c'est ça qui est quand même très intéressant dans le projet de loi canadien, même si moi j'ai des problèmes concrets sur certaines mesures, mais dans le préambule du projet de loi canadien, on retrouve cette dimension que la prostitution est une violence en soi, est un obstacle à l'égalité. Et je voudrais dire quelques mots sur ce sujet. Pourquoi, selon notre association, la prostitution est une violence en soi? Pourquoi la violence est inhérente? Parce qu'il y a des gens qui disent la violence, c'est juste les conditions d'exercice de la prostitution, c'est pas la prostitution qui est violente, c'est juste que parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. La violence dans la prostitution, elle a lieu avant, elle a lieu pendant, elle a lieu après, et pour nous c'est une violence en soi. Avant, très malheureusement, l'écrasante majorité des personnes qu'on rencontre, que ce soit des femmes, des hommes ou des trans, ont vécu des violences, et souvent des violences sexuelles, avant d'entrer dans la prostitution. Et malheureusement, ça peut conditionner la capacité de résistance et de s'extraire à des exploitations ultérieures. Pendant, ça je crois que tout le monde peut l'imaginer, la prostitution c'est un univers de violence, un univers de violence sexuelle, de violence physique, de violence psychologique, de violence sociale, de violence institutionnelle parfois de la police. Après, ça on l'oublie souvent, les personnes qui quittent la prostitution vont rester pendant des années victimes du stigmate. Et victimes aussi parfois d'une angoisse. La peur d'être reconnu dans la rue, la peur d'être dénoncé alors qu'il n'y a aucune raison d'être dénoncé mais par un ancien client, la peur que son employeur apprenne qu'on a été prostitué, la peur de se retrouver dans un transport en public parce que la porte se ferme et qu'il y a des hommes dedans et qu'on est pris d'une angoisse terrible et qu'on a les gens qui nous lâchent, l'impossibilité de se rendre à un entretien d'embauche alors qu'on a tout fait sur le parcours mais qu'on n'ose pas franchir la porte au dernier moment. Donc toute cette violence psychologique, institutionnelle, ce stigmate qui va peser sur les personnes longtemps après et le stress post-traumatique dont a parlé Mikael. Et puis la violence en soi, et c'est presque ce qui est le plus important pour nous, pas en termes de gradation mais à comprendre, c'est que toute prostitution est violence.
Parce que la prostitution, c'est la répétition d'actes sexuels sans désir. Et la répétition d'actes sexuels sans désir, c'est en soi une violence. On peut discuter, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que les personnes dans une stratégie de survie y consentent? Est-ce qu'elles sont complètement opposées ou pas? Est-ce qu'elles sont complètement forcées? On peut en discuter, il n'y a pas de souci. La question, c'est qu'il n'y a jamais de désir. Les personnes prostituées, elles ne sont pas là pour avoir du désir, pour avoir du plaisir. Elles sont là pour avoir de l'argent. Et en face, l'homme n'est pas là pour leur procurer du désir ou du plaisir. Il est là pour faire ce qu'il choisit lui. Or, des actes sexuels, se faire pénétrer à longueur de journée, plusieurs jours par semaine, et parfois toute l'année, plusieurs années, se faire pénétrer sans désir, chacun peut l'imaginer, en tout cas c'est ce qu'il faut espérer, c'est une violence en soi qui est extrêmement grave. Et la prostitution, ce n'est que ça, se faire pénétrer par des gens qu'on ne choisit pas, parce qu'on ne choisit pas quand on a besoin d'argent, on prend ce qui passe, et si certaines semaines on peut un peu mieux choisir, globalement on ne choisit pas, se faire pénétrer à longueur de journée et d'année, c'est une violence qui est extrêmement grave, et dont les conséquences sont exactement équivalentes à toutes les formes de violence sexuelle. Et puis pour finir, la prostitution comme obstacle à l'égalité. Pourquoi obstacle à l'égalité? Parce que la prostitution s'inscrit dans une très longue tradition qui est historiquement incontestable et qui est la tradition patriarcale à laquelle faisait référence aussi Taina. La tradition patriarcale, l'histoire réelle du droit des hommes à disposer des femmes, disposer de leur corps et disposer de leur destin. Et donc il y a un continuum de violence qui est explicite entre le droit de cuissage, le viol conjugal, le harcèlement sexuel, la prostitution. Ce n'est que la même histoire historique et qu'on déconstruit tout doucement. C'est l'histoire du droit des hommes à imposer leur désir et encore peut-être plus leur volonté ou leur pouvoir sur les femmes. Et que ce pouvoir soit imposé par la contrainte physique, par la contrainte morale, par la contrainte psychologique ou par l'argent ne change pas grand-chose. L'enjeu, c'est toujours le même, c'est le droit à disposer du corps de l'autre. À quel titre? Pour de prétendus besoins sexuels irrépressibles masculins. Et donc c'est ce qui a été dit en France. Aujourd'hui en France, on n'a plus le droit d'imposer un acte sexuel par la contrainte, c'est le viol. On n'a plus le droit de l'imposer en abusant d'une situation d'autorité, par exemple l'employeur sur la salariée, l'adulte sur l'enfant, c'est le harcèlement sexuel, c'est la pédophilie. Pourquoi on aurait encore le droit de l'imposer par une autre forme de prise de pouvoir, qui est celui d'avoir de l'argent contre la personne qui a besoin d'argent? En conclusion, je voudrais juste dire que j'ai insisté sur la violence à l'égalité, parce que si on comprend ça, en tout cas si on assume ça, le reste suit tout seul. Il n'y a pas 36 choix. Si la prostitution est une violence et un obstacle à l'égalité, alors c'est logique d'offrir des alternatives pour les personnes prostituées. A l'inverse, si on discute, est-ce que c'est un métier comme un autre, un travail, un choix, je peux vous dire, on va attendre longtemps avant d'avoir des volontés politiques et encore plus des budgets qui offriraient des alternatives. Pourquoi aider des personnes si c'est un métier comme un autre? Si la prostitution est une violence et un obstacle à l'égalité, alors c'est normal de faire une réparation financière, de permettre aux personnes de poursuivre devant les tribunaux leurs proxénètes pour avoir la réparation du préjudice qu'elles ont subi. C'est normal de pénaliser les clients, parce qu'on n'autorise plus un homme à imposer un acte sexuel par l'argent. On n'autorise plus un homme à exploiter la précarité de quelqu'un d'autre pour imposer un acte sexuel. C'est logique de lutter contre le proxénétisme. A l'inverse, si on ne fait pas ces choix-là, eh bien tout le reste ne tient pas. Et en toute dernière conclusion, j'en ai fini ici, je voulais juste dire, parce que c'est le titre de la soirée, je l'ai rajouté à la fin, je suis désolé Yann, l'abolition, je vais juste dire quelque chose, l'abolition ce n'est pas une utopie. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi les gens pensent que l'abolition c'est une utopie. On a aboli l'esclavage il y a plus de 150 ans, et l'esclavage existe encore. L'abolition ce n'est pas l'éradication. L'abolition c'est un consensus social, c'est un choix de société, c'est on dit ce qu'on souhaite, ce qu'on accepte plus. Et ensuite, c'est l'adoption d'une série de mesures cohérentes qui permettent d'engager toute la société auprès des personnes prostituées et contre ceux qui les exploitent. Et ceux qui les exploitent, ce sont les proxénètes, et ce sont ceux qui exploitent leur précarité, leur vulnérabilité, et qui n'ont pas de scrupule à le faire pour exploiter cette précarité et leur imposer un acte sexuel par l'argent. Donc l'abolition, ce n'est pas l'éradication, c'est un choix et des mesures pour les mettre en œuvre, et en soi, c'est quelque chose qu'on peut adopter dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à la clé parce que vraiment c'est une invitation qui me touche beaucoup parce que je suis effectivement très engagée sur ces questions d'abolition de la prostitution et me donner l'occasion comme ça d'en parler devant vous, c'est un moment important. C'est intéressant également le
calendrier est intéressant puisque actuellement il se passe des choses ici au Canada sur cette future législation et vraiment ça tombe très très bien que nous puissions échanger et nous replonger aussi dans tous les débats que nous avons pu avoir et que nous avons encore en France. Ce que je voudrais simplement ajouter par rapport à tout ce qui a été dit sur la prostitution violence, c'est que on lutte contre les violences faites aux femmes, je veux dire, depuis de nombreuses années. Et jusqu'à présent, on n'incluait pas la lutte contre la prostitution. Et comment on peut changer les mentalités quand on peut encore concevoir qu'on puisse acheter le corps d'une femme, qu'on puisse la jeter, la violenter, qu'on puisse en faire un objet. Donc comment lutter? À quoi bon tous ces combats, j'allais dire, contre la violence, contre tout ce qu'on impose aux femmes, si on ne va pas jusqu'au bout du processus? On l'a dit, en France, on a des lois contre le harcèlement sexuel. Ça a été la première loi que nous avons votée au mois de juillet 2012, quand nous avons été élus, nouvelle assemblée. Des lois sur les inégalités salariales, les lois contre les violences conjugales, la loi contre le viol. Et puis pour le viol, arrêtons-nous un instant, si les hommes ont des besoins si irrépressibles que ça, pourquoi faire une loi contre le viol? Si c'est irrépressible, les pauvres ne peuvent pas se retenir, donc la loi contre le viol n'a pas de sens. Donc, c'est une pique, mais en même temps, je crois qu'il faut qu'on soit d'accord pour dénoncer ces contradictions qui existent dans les mentalités actuellement. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir débattre de ces questions. Ça concerne toute la société, ça concerne aussi l'idée qu'on se fait pour nos enfants de ce qu'on veut leur offrir plus tard. Et je crois que c'est important de pouvoir se bâtir un projet de société qui corresponde à l'humanisme, au respect des droits de l'homme, au respect des droits de la femme, évidemment. Après ces quelques mots, je vais vous présenter donc la proposition de loi relative au renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel qui est actuellement examiné en France, ses fondements et ses dispositions. Pourquoi système prostitutionnel? Parce que c'est un système très organisé qui comprend 3 composantes, qui compte évidemment les personnes prostituées, évidemment les proxénètes, on en parle beaucoup, mais surtout il y en a un qui est toujours oublié, c'est le client. Or, s'il n'y avait pas de client, il n'y aurait pas de prostitution. Donc la situation de la prostitution en France, donc 20 à 40 000 personnes prostituées, ce sont des chiffres de l'Office de répression de la traite des êtres humains, 4 à 6 000 mineurs. 90% des personnes prostituées sont étrangères. En France, elles sont victimes des réseaux de traite et donc viennent de l'étranger, viennent de Bulgarie, de Roumanie, du Nigeria, d'Amérique du Sud, de Chine également. 90%, c'est important. Dans les années 80-90, il n'y avait que 20% de femmes qui étaient victimes de la traite et d'origine étrangère. Donc une évolution de cette nature, puisque effectivement les trafiquants ont trouvé un bon filon et donc s'installe maintenant la prostitution sur le sol français avec ces personnes étrangères. 85% de femmes, 15% d'hommes et transsexuels. Et 99%, on ne le dira jamais assez, sont des hommes. Donc on l'a dit, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment sur la prostitution qui est un système, un acte sexuel imposé par l'agent, donc on profite de la misère économique de certaines, ou de certains, mais je dirais maintenant certaines, mais les garçons aussi peuvent être concernés, on l'a vu, 15%. On profite de la misère pour leur imposer un acte sexuel, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire passer dans les esprits et faire honte à ceux qui en profitent. Le contexte législatif de notre territoire, c'est un pays la France se positionne comme un pays abolitionniste. Nos politiques publiques en matière de prostitution découlent de sa position abolitionniste de la France, qui a été esquissée en 1946, mais officiellement adoptée en 1960. Donc c'est par la ratification de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. La prostitution est considérée comme incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine. C'est une activité que notre pays qualifie donc de violence, on l'a dit, et c'est effectivement majoritairement de l'exploitation sexuelle, des violences psychiques, physiques, une stigmatisation de la société, des risques addictologiques et le risque de mort précoce. Cette position a été réaffirmée en 2011 par l'adoption à l'unanimité des groupes de l'Assemblée nationale d'une résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France à la suite d'un long travail de 2 parlementaires, Daniel Bousquet et Guy Geoffroy, chacun de 2 partis différents, à gauche et à droite,
sur la prostitution en France. Encore une fois, c'est un sujet de société qui traverse tous les courants politiques. C'est important de signaler qu'en France, ça marche de cette manière-là. Cette résolution marquait aussi pointait les manques de nos politiques publiques en la matière, à savoir le manque de prévention, d'éducation, le manque de volet d'accompagnement social des victimes et la responsabilisation du client. Donc la législation française n'est pas en cohérence avec les principes portés par le pays à travers la ratification des textes internationaux et des résolutions votées au Parlement. C'est par contre une législation parmi les plus strictes d'Europe en matière de lutte contre le proxénétisme. C'est ce qui permet de compter en France 20 à 40 000 personnes prostituées, alors qu'en Allemagne, ça a été très bien expliqué par Grégoire Thierry, on en compte environ 400 000. On pourrait peut-être aussi mieux adapter notre législation aux évolutions des réseaux de proxénètes qui évoluent sur Internet. Ils sont notamment installés dans des pays étrangers où le proxénétisme est légal, mais ils trafiquent aussi sur le territoire, évidemment le territoire français. Actuellement, les personnes prostituées sont pénalisées. Elles sont sous le coup de ce qu'on appelle le délit de racolage, la solicitation, et donc qui comprend, qui les amène à pouvoir être taxés de 3 750 € d'amende et 2 mois de prison. Et il n'existe pas actuellement de programme associatif, de dispositif d'insertion des personnes prostituées. Donc il fallait donc une loi pour mettre en cohérence cette conception française abolitionniste et faire diminuer la violence. Donc cette proposition de loi que j'ai donc défendue avec la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale repose sur 4 piliers indissociables. J'insiste sur ces 4 piliers indissociables. On ne peut pas dire, tiens, on va retenir ce pilier-là, et puis celui-là, et puis celui-là. Et celui-là, on va le laisser de côté parce que ça dérange dans l'esprit de la société. C'est indissociable. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On n'aura pas les résultats qu'on peut escompter. Le premier, c'est la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Le deuxième, c'est l'accompagnement des personnes qui souhaitent sortir de la prostitution et l'amélioration des droits des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains. Le troisième pilier, le troisième volet, c'est la prévention et l'éducation à la sexualité. Et le quatrième, c'est la responsabilisation des clients et l'interdiction de l'achat d'actes sexuels. Donc pour l'instant, on n'est encore pas trop envahi parce que justement il y a ces lois contre le proxénétisme. Mais ils chercheront toujours à échapper aux pays où il y a une législation défavorable à leur trafic. Donc il faut au contraire les gêner dans leur activité. Et le fait d'interdire l'achat d'un acte sexuel sera un excellent outil pour diminuer le recours à la prostitution et l'argent qui pourrait être apporté aux trafiquants. Enfin, il faut donner des perspectives d'insertion aux personnes prostituées. Ce volet social a longtemps manqué dans nos politiques publiques. Il faut réduire, si on veut réduire la demande de la prostitution, mécaniquement, il va falloir, ça va réduire les ressources des personnes qui se prostituent. Donc nous devons les accompagner dans cette évolution. Je rappelle donc que 90%, c'est un chiffre qui a été donné déjà, souhaitent sortir de la prostitution. Enfin, il faut faire évoluer notre société vers moins de violences faites aux femmes et la valeur normative de la loi peut faire évoluer les représentations et les comportements. Donc le premier pilier, la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Le droit français, je le disais, est certainement l'un des plus sévères d'Europe en matière de proxénétisme. Seulement, le proxénétisme et la traite évoluent considérablement, notamment par le biais d'Internet, pour mettre en relation des acheteurs d'actes sexuels et les personnes prostituées. Le texte a proposé des solutions à cette tendance importante. L'article 1er de notre proposition de loi prévoit que les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs de sites doivent participer à la lutte contre la diffusion des contenus proposant des offres de services sexuels tarifés en lien avec l'activité des réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme, dans les mêmes conditions que pour des contenus ayant trait à la citation à la haine raciale, l'apologie de crimes contre l'humanité ou la pédopornographie. Ensuite, pour que les victimes puissent porter plainte, il faut qu'elles soient en capacité de le faire plus sereinement possible. L'accompagnement des personnes qui souhaitent sortir de la prostitution et l'amélioration de leurs droits. C'est vraiment le premier texte qui prévoit cet accompagnement des personnes prostituées qui veulent sortir de la prostitution.
L'abrogation d'abord du délit de racolage, la dépénalisation des personnes prostituées. Il faut savoir que ce délit de racolage, donc le fait qu'elle soit criminalisée actuellement, les empêche de travailler. C'est-à-dire que même si elles veulent se réinsérer, le fait qu'elles aient dans leur casier judiciaire cette notion d'avoir été interpellées, d'avoir été confrontées donc à un jugement par rapport à leur activité, les empêche de se réinsérer. Elles sont marquées dans leur casier judiciaire et c'est un empêchement. Donc nous voulons absolument abroger ce délit de racolage et faire en sorte qu'elle ne soit plus criminalisée. C'est un point important pour les accompagner. Nous avons aussi décidé de créer un parcours de sortie de la prostitution qui serait coordonné par une instance départementale sous la responsabilité du préfet, avec des associations qui seraient donc autour de la table, associations, la police, la justice, les travailleurs sociaux, qui pourraient donc organiser la sortie de prostitution de ces personnes. Avec des titres de séjour, on a vu que 85 à 90% sont étrangères, donc sans papier, avec une aide financière, avec la remise d'impôts, elles payent des impôts, la possibilité donc évidemment de travailler. Et il faudra aussi que cette instance qui réunira ces personnes et qui travaillera sur des cas très précis, qui seront donc faits à la demande de la personne qui veut sortir de prostitution, devra également évaluer les besoins sanitaires, puisque nous savons que les personnes prostituées sont dans un état de santé déplorable, et donc il faudra aussi les accompagner sur cette question sanitaire. Évaluer aussi leurs besoins professionnels, leurs besoins sociaux, afin de les aider à construire un projet d'insertion qui leur permettra d'accéder à des alternatives à la prostitution. Évidemment, nous savons que les proxénètes qui font feu de tout bois pourraient s'engouffrer sur cette possibilité qui leur est offerte aux personnes prostituées d'avoir des papiers pour faire venir encore plus de personnes. Donc c'est pour ça que cette instance, avec la police et la justice, pourra regarder de très très près comment ces personnes s'insèrent réellement dans ce parcours de sortie et si elles tiennent leur engagement. Et puis, chose importante également, ces associations qui vont les accompagner pourraient les aider à trouver un logement et des places en centre d'hébergement. Enfin, elles pourront prétendre à une réparation intégrale des dommages subis en cas de procès. Donc elles pourront être indemnisées et c'est quelque chose d'important. Le troisième pilier, c'est la prévention et l'éducation à la sexualité. On s'aperçoit évidemment que nos jeunes sont en perte de repères et il n'est pas rare d'entendre « j'ai été maire d'une ville très populaire avec des quartiers difficiles et malheureusement nous avons dû avoir affaire à ce qu'on appelait des tournantes chez des très jeunes, des 13, 14, 15 ans. Il n'était pas rare que les jeunes filles, contre un petit cadeau, contre un téléphone, contre n'importe quoi, puissent se livrer à un acte sexuel. Et elles n'avaient pas conscience, d'abord que ça s'appelait la prostitution, évidemment, le mot leur avait échappé, mais en même temps que ce qu'elles faisaient, c'était une atteinte à leur propre corps, une atteinte à leur intégrité. Et je crois que c'est important qu'on puisse faire cette prévention auprès de la jeunesse. Donc nous l'avons inscrit dans le texte de l'éducation nationale. Cette information à l'éducation à la sexualité est inscrite maintenant et doit prévoir donc dans les écoles, les collèges et les lycées, il y ait une information et une éducation égalitaire à l'estime de soi, au respect de l'autre, au respect de son propre corps et au respect de l'autre. Et expliquer que chaque fois qu'on se livre à ces actes-là, qu'on ne considère pas très importants forcément au début parce qu'on n'a pas eu cette éducation, c'est de la marchandisation de son corps et que tôt ou tard, on le regrettera. Enfin, le quatrième pilier, et bon, évidemment, c'est celui qui a le plus fait couler d'encre en France quand on a parlé de responsabiliser le client. Nous avons décidé de poser un interdit. Quand on pose un interdit, c'est interdire donc l'achat d'un acte sexuel. Et nous devons absolument poser cet interdit pour mettre notre projet de loi, notre proposition de loi en cohérence avec notre conception française de la prostitution. La France a ratifié les traités, on l'a dit, qui reconnaissent la prostitution comme une violence. Et donc, depuis 2002, déjà, le recours à la prostitution de mineurs, des personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes qui sont en situation de handicap, c'est déjà un délit. C'est un délit qui est puni très sévèrement.
Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait donc cette continuité. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait cette continuité dans la législation. Pourquoi s'arrêter aux mineurs et aux personnes vulnérables? Il faut continuer la législation et aller jusqu'au fait qu'il faut soustraire la sexualité à tout ce domaine de violence et de domination masculine. À ce jour, on le sait, l'interdiction d'un achat d'actes sexuels, c'est la mesure la plus efficace pour réduire la prostitution et dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s'implanter sur nos territoires. Elle permet aussi de faire évoluer les comportements et les représentations. L'interdiction de l'achat d'un acte sexuel est enfin la solution la plus protectrice pour les personnes qui resteront dans la prostitution. En inversant le rapport de force à l'œuvre avec les clients, l'interdiction d'achat permettra aux personnes prostituées de dénoncer les violences ou les risques sanitaires qu'ils peuvent leur imposer. Jusqu'à présent, comme elles sont elles-mêmes criminalisées par le délit de racolage, pensez bien qu'elles n'allaient pas voir la police si elles étaient violées, violentées, si on leur volait leur argent. Évidemment non, puisque la police considérait que voilà, c'est dans les mentalités, elle n'avait qu'à faire autre chose, ou elle a pris des risques, eh bien elle les assume. Voilà, on veut changer ça, on veut profondément changer ça dans l'état d'esprit, et pour ça, on va considérer qu'elles ne sont plus des criminels, que ce sont des femmes libres, qu'elles peuvent rester dans la prostitution, même si on souhaite qu'elles en sortent. Mais il faut aussi qu'elles puissent maintenant se défendre. Si un client veut leur imposer des choses qu'elles ne veulent pas faire, elles pourront se défendre, elles pourront aller porter plainte contre ce client. Donc l'article 16 de la proposition, crée une infraction de recours à la prostitution qui est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, c'est-à-dire qu'elle peut s'élever jusqu'à 1 500 € d'amende. Nous avons également, au moment de la discussion, fait adopter qu'en cas de récidive, l'infraction constituera un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 € maximum. Encore une fois, c'est le recours à la prostitution, le recours de la demande d'un client pour un acte de prostitution. Et enfin, nous avons créé une peine complémentaire en cas d'infraction de recours à la prostitution qui sous forme d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Ça a fait sourire au début, mais nous avons la chance de pouvoir l'avoir vu en France fonctionner pour les violences conjugales. C'est-à-dire qu'il existe donc des stages par le biais d'associations du contrôle judiciaire, des stages qui font comprendre au conjoint violent que la manière dont il regarde sa femme, la manière dont il a de dire bah, c'est ma femme, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je fais ce que je veux, elle m'appartient, je tape dessus si je veux. Le fait de lui faire comprendre tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait une bonne réaction chez les conjoints violents qui disaient mais pourquoi on ne nous apprend pas ça tout petit, pourquoi on ne nous a pas appris comme ça à respecter, pourquoi ça n'a pas été fait. Et on voit bien le parallèle avec les acheteurs d'actes sexuels qui disent je paye, je fais ce que je veux. J'avais lu quelque part, c'était Claudine Le Gardinier, je crois, qui avait raconté ça. Un client disait, mais quand je mange un steak, je ne mange pas si la vache a mal, ça ne m'intéresse pas. Moi, je paye, donc j'achète, je fais ce que je veux. Et ça, c'est important de pouvoir aussi donc faire de la pédagogie. Toute cette loi repose aussi sur cette idée de pédagogie auprès de la population. Et j'ai demandé que, en même temps que nous avons voté déjà cette loi à l'Assemblée, une fois qu'elle sera adoptée par l'autre Assemblée, donc le Sénat, je souhaite qu'il y ait des campagnes de communication, d'information, puisqu'il y a encore de la résistance, évidemment, on n'est pas des bisounours, et donc on sait qu'il y aura encore pas mal de résistance sur cette question. Et cette pédagogie sera fondamentale pour faire évoluer les mentalités, et je disais tout à l'heure, surtout chez les jeunes qui considèrent que c'est comme ça, c'est normal, c'est acquis. Vous savez, dans le sud de la France, nous sommes frontaliers avec l'Espagne. Il y a une ville qui s'appelle la Jonquera, qui n'est qu'un bordel. Ce ne sont que des bordels alignés les uns à côté des autres. Et donc, le cousin, le tonton, le grand frère amène le jeune homme à la Jonquera pour dire « Tu seras un homme, mon fils ». C'est comme ça maintenant. Je crois qu'il est temps aussi que ça change. Et que les jeunes garçons ne se disent pas que la relation sexuelle, c'est forcément en achetant, c'est forcément sans respect pour la personne avec qui on a une relation sexuelle. Je crois que là ce sera cette œuvre de pédagogie, au moins j'espère, elle servira à ça. Donc où nous en sommes, eh bien, nous avons donc voté au mois de décembre dernier à une large majorité, je dois dire, à l'Assemblée nationale cette proposition de loi. Nous devons maintenant aller au Sénat. Donc le Sénat est en train de débattre sur la question. S'il adopte notre proposition telle que tout va bien, on pourra donc considérer que la loi est votée. J'ai quelques interrogations. Donc, dans ce cas-là, la loi reviendra à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot à ce moment-là.
Voilà, je vous remercie de votre attention.